ni encore aujourd'hui. C'est l'un des plus beaux cadeaux que la civilisation amazigh a offert à l'humanité. Et si Nair fait peur, si je puis m'exprimer ainsi, c'est parce que justement il contient des valeurs que l'on veut tuer, que l'on veut cacher. Des valeurs humaines et des choses ancrées dans l'homme. Quand on parlait tout à l'heure de mythe fondateur des nations, l'homme, en tant qu'individu déjà, a besoin de mythes pour lui-même. C'est ce dont parle Gabriel Garcia Marquez, par exemple, dans Vivre pour la raconter. On en arrive parfois jusqu'à se fabriquer de faux souvenirs. Comment voulez-vous que les nations ne se fabriquent pas des mythes? Regardez ce qui se passe dans des nations qui ont à peine 2 siècles aux États-Unis d'Amérique. On a fabriqué toute une mythologie à travers le cinéma. Et aujourd'hui, toute la fierté américaine, les jeunes Américains, quand ils font leur levée de couleur, ont la main sur le cœur. D'où leur vient ça? Cette charge émotionnelle, cet amour de la patrie vient de l'image que lui renvoie le cinéma, de l'image que lui renvoie le roman américain, de l'image que lui renvoie la culture américaine. Et chez nous, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? On est un peuple colonisable. Nous avons été colonisés par ceci et par cela. Nous avons apporté... il y a quand même, comment dire, ce syndrome du colonisé qui habite également les peuples d'Afrique du Nord. Exactement. Frantz Fanon parlait juste le syndrome du colonisé. Mais n'est-ce pas le moment de s'en débarrasser? N'est-ce pas le moment d'aller à la source, d'aller aux sources très profondes dans l'histoire pour apprendre à nos enfants comment ne plus se jeter à la mer pour leur dire que notre pays est beau, que nous avons des valeurs, que nous avons notre apport à l'humanité, que c'est chez nous que la première fois un peuple a pensé à laisser sa part à l'oiseau. Quand on va à la cueillette des olives, on laisse quelques olives pour l'oiseau. Le jour de Nair, à la maison, on doit laisser sa part à la fourmi. On pense à la fourmi de la maison. Quel est ce peuple qui a pensé à la fourmi de la maison aussi loin dans l'histoire? Nos jeunes croient aujourd'hui que ces valeurs-là, cet amour de la protection de la nature, l'animal et ainsi de suite, ils croient que ce sont des choses modernes, alors que chez nous, elles sont ancrées dans l'histoire. Ce sont de belles choses. Lorsqu'on regarde ce qu'il y a derrière et qu'on cesse de ricaner, de sourire avec mépris devant certains rites que l'on croit, où l'on ne voit que le rite. Lorsqu'on veut chercher la valeur, on la trouve et on trouve des valeurs profondément humaines et on trouve des cadeaux offerts à l'humanité par notre civilisation amazigh. Et c'est là qu'il faut dépoussiérer Nair. Je l'ai toujours dit. Que veut dire le mot ahram? Il n'a aucun sens dans aucune autre langue, sauf en amazigh. Ça veut dire construction. D'où vient Agharam, Thagarma, et ainsi de suite. Nous avons eu 9 siècles de pharaons berbères. On va parler du roi Sheshnak dans quelques instants. Donc justement, dont on ne parle jamais. Hein. C'est l'an 0. C'est l'an 0 du calendrier. Il a été choisi exprès. Ouais. Bon, pour ceux qui disent c'est un calendrier préfabriqué, il a été choisi exprès par des militants, vu le prestige que Sheshnak a dans l'histoire. On va pas se coller à quelque chose de honteux, on se colle à quelque chose de prestigieux. Donc l'an 0 a été accolé à l'accession au trône de la 23e dynastie par Sheshnak, le premier pharaon berbère. C'est un acte glorieux, historique, qui est resté la preuve. Il est même cité dans la Bible comme ayant conquis la Palestine. Mais donc, toujours dans ce cadre-là, c'est certainement une question qui vous est directement destinée, celle de Yassine Himel qui dit « Parlez-nous de cette hypothèse selon laquelle la célébration de Nair se réfère à la naissance du peuple amazigh, voire la commémoration de la victoire en 950 avant Jésus-Christ du roi Sheshnak sur les armées du pharaon. Ces affirmations ont-elles été étayées par nos chercheurs ou sommes-nous encore aujourd'hui dans le folklore le plus total concernant donc justement la célébration de Nair? Donnons quelques indices seulement. Oui. Je ne suis pas chercheur, je ne suis pas historien. Moi, je suis inspecteur d'éducation nationale. Mais féru, fervent militant, donc je parle beaucoup plus avec le cœur. Un grand curieux des questions historiques. Mais attendons une chose. Depuis quand les historiens sont objectifs? Les historiens ont toujours fabriqué les histoires qui les arrangent. Et nous, on a laissé notre histoire se fabriquer ailleurs. Moi, je vais donner quand même quelques indices sur la question posée par l'internaute. Pourquoi chez les Chaouis, on dit « Essen Pharaon », le jour du pharaon? On appelle une autre appellation de Nair, on l'appelle Es Pharaon. Pourquoi l'Adjouza,
La Djouza, ce ne serait pas Taoussert qui est la grand-mère de Chechna? Oui, tout à fait. D'autres indices encore. Chez nous, en Kabylie, Bouadnan, etc., comment on nous appelle? On nous appelle les prisonniers de Salomon. Pourquoi les prisonniers? D'où vient cette appellation? Henri Genevois s'étonnait déjà de cette appellation. Lui-même n'a jamais compris pourquoi. Mais quand on fait le lien, quand on sait qu'il y avait des prisonniers en Palestine contre Chechnya qu'il y a là, peut-être que ça... Je ne suis pas sûr, je n'étais pas présent. Je ne suis pas aussi vieux que ça, ouais. Je vous rassure. Mais je me pose des questions. Oui. Et on nous appelle aussi Ethel-Wadna, les gardiens du grand secret. Et quel est ce grand secret? Et qui sont ces prisonniers de Salomon? C'est quoi ce Hassan Pharaon qui perdure? Il y a aussi un autre mystère que je voudrais soulever ici. Quand on dit l'oralité comme si c'était une tare, eh bien mon oralité à moi a vu naître Jules César, l'a vu se glorifier de sa langue latine et a vu le latin mourir. Et Tamazight perdure encore. Mais pas seulement, il y a eu également des écrits, c'est ce que je voulais dire en début d'émission. Le premier roman. On n'est pas seulement que dans l'oralité. Le premier roman de l'humanité a été écrit chez nous par un des nôtres. C'est Apulée de Mador. Oui, mais en latin, avec beaucoup d'expressions berbères, certes. Mais même notre oralité, c'est une oralité incroyablement vivace, peut-être plus sûre à transmettre que l'écrit lui-même, parce qu'elle a vu naître des civilisations et les a vues mourir, tandis qu'elle, mazalit cette bazak, comme disait l'Ounas. Alors,